tous, aujourd'hui au menu l'Islande et ses curiosités architecturales. Non, pas celle-ci. Bien que ça mériterait que je vous en parle un tout petit peu plus tard dans un zoom. Non, moi je voulais vous parler d'une curiosité bien plus traditionnelle. L'architecture en herbe. Oui. En herbe, je déconne pas, il y en a partout ici. Et ce dans son plus simple appareil, les turf houses. Les turf houses, littéralement maisons de gazon, existent depuis la préhistoire et ce, un petit peu partout dans le monde. Mais la terre et l'herbe se mélangeant au reste, aucune trace ancienne n'a encore été véritablement retrouvée. Et si vous voulez en visiter, c'est bien à l'Europe du Nord qu'il vous faut aller. Si en Norvège ou en Irlande, ces maisons étaient construites par les plus pauvres, ici, en Islande, elles étaient aussi bien pour les chefs que pour les paysans, pour les églises que pour les écuries, pour travailler comme pour dormir. En gros, partout on avait besoin de rester au sec et au chaud. Donc, partout quoi. Selon le livre des Islanders, recueil à la fois historique et légendaire du pays, c'est au IXe siècle que les Vikings posèrent leurs pieds pour la première fois sur cette terre. Ils y construisirent des longères ici et là, sur lesquelles les colons qui suivirent posèrent tout simplement des toits en herbe. La plupart des maisons en herbe étaient construites à partir de vestiges d'autres constructions, comme il est courant de voir dans l'histoire de l'architecture. Une porte, une boiserie viking, une cloche trouvée ici, sur place, ou dans les alentours. Si les murs étaient parfois en pierre ou en roche volcanique, la plupart du temps, elles étaient en tourbe. Alors qu'est-ce que c'est la tourbe ? C'est une matière naturelle issue de la fossilisation des végétaux. Alors cette fossilisation est possible grâce à de petites bactéries, le tout mis dans un milieu humide et pauvre en oxygène et oublié entre 1000 à 7000 ans. Ah oui, la tourbe, ça se mérite, hein. C'est une vraie entreprise sur la durée. Sachez quand même que si les conditions s'y prêtent, la tourbe peut se transformer au bout d'1 million d'années en charbon. Ah, inintéressant, hein. Si on la connaît surtout sous forme d'engrais ou de combustible, elle servit beaucoup comme matériau de construction, surtout pendant le Moyen-Âge, des briques faciles à façonner et efficaces thermiquement de par leur grande porosité. Construire en herbe ? Curieux, me direz-vous, sauf quand on n'a que ça. Ici, il y a très peu de matériaux de construction traditionnels, comme le bois par exemple, à peine de quoi faire une charpente. À peine de quoi faire une charpente! Le seul bois que l'on trouve sur l'île est soit du bois flotté qui a été rejeté par la mer, soit issu des échanges avec les pays voisins. Il y a même une petite blague islandaise qui dit que si vous êtes perdu dans une forêt, levez-vous! Et puis l'herbe, c'est pas compliqué. Il y a qu'à se baisser, la ramasser et la dérouler comme un tapis. C'est facile et gratuit, et en gros, y a que les moutons que ça fait chier. Les turf houses étaient de longues maisons, souvent noyées dans la nature, soit grâce à des toits qui descendraient très près du sol, soit carrément enchevêtrés dans la colline, tel un habitat troglodyte. Seule la façade et les petites fenêtres transparaissaient, de forme qui permettait de se protéger des conditions climatiques. Et en particulier, quand le feu brûlait jusqu'à l'os, pas possible. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la terre végétalisée est un des meilleurs isolants acoustiques qui soit, absorbant les ondes sonores avec une facilité déconcertante. Une épaisseur de 12 cm permet de réduire les bruits aériens de près de 40 décibels. Alors mieux qu'un tapis perse pour vous isoler de vos voisins, rien de tel qu'une bonne pelouse dans son appart. Et comme ça, on peut dormir tranquille, hein, Ingun ? Leur forme longiligne a quelque peu évolué au cours des siècles pour se transformer en plusieurs petites maisons avec des toits juxtaposés, reliés par un grand couloir central. Vers 1800, ces maisons se sont à nouveau réunies, mais ont conservé leurs jolis petits toits séparés qui leur donnent tout leur charme. Ah oui, parce que, faut bien se le dire, plus personne n'habite dedans depuis belle lurette. Leur construction s'est arrêtée au début du XXe siècle au profit de petites maisons en tôle colorée. Les dernières, quant à elles, ont été transformées en musées.
Ces maisons pouvaient accueillir plus de 20 personnes et ce dans 15 pièces différentes, avec chacune une utilité particulière. Par exemple, la cuisine où on faisait sécher la viande avec des crottes de mouton, la laiterie où on faisait le fameux skyr, le yaourt islandais délicieux, la pièce à vivre servait aussi bien à dormir qu'à travailler. Quand je dis à dormir, souvent à deux par lit, parce que il fait pas très chaud ici. Les femmes souvent près des fenêtres pour avoir de la lumière, pour faire de la couture, et les hommes tout au fond en train de faire des cordages. Et pas une cheminée à l'intérieur. Car outre l'épaisseur délirante des murs en tourbe, sachez que la terre végétalisée est l'un des meilleurs isolants thermiques qui soit. Alors qu'une toiture de type goudronné peut atteindre les 65 degrés au soleil, une toiture végétalisée, elle, conserve une température moyenne de 15 à 20 degrés. Et ces fameuses toitures goudronnées qu'on retrouve partout, genre sur nos centres commerciaux, c'est ignoble, et en refroidissant, ça casse. Et l'étanchéité, elle est foutue. Alors que là, pas de souci, Si aujourd'hui l'architecture en herbe vivote en Islande, la construction en terre et en herbe connaît un nouvel essor dans le monde. Et c'est là où je voulais en venir. Depuis les années 60, on note un regain d'intérêt notoire pour les bâtiments végétalisés. Grâce aux aides gouvernementales, les Allemands furent les pionniers de la toiture végétalisée moderne. Les autorités avaient en effet déjà compris à cette époque que notre manière de construire menait à une trop forte imperméabilisation des sols. De 1995 à 2005, c'est donc 10% des toits nouvellement construits en Allemagne qui furent végétalisés. Ces toits vivants, comme on les appelle, ont mis du temps à arriver en France. Mais aujourd'hui, on note une vraie volonté de les réinsérer dans le tissu urbain, et ce, grâce à des subventions non négligeables. Et si c'est pas pour l'argent, c'est par obligation. La plupart des plans locaux d'urbanisme exigent un taux de végétalisation pour compenser l'imperméabilisation des parcelles. Ces toits verts possèdent bien plus d'avantages que la seule amélioration du confort et de la durabilité d'un bâtiment. À une époque où l'écologie n'était pas encore à la mode, les Islandais avaient déjà compris un truc. Construire des maisons écologiques et efficaces énergétiquement parlant partout sur leur île. Une efficacité qui possède des avantages aussi bien pour les propriétaires que pour la société dans son ensemble. Essayons de nous en rendre compte par quelques exemples simples comme bonjour. Les toitures végétalisées permettent de capturer les poussières et particules nocives qui sont dans l'air. Comment ? Grâce à l'évapotranspiration. L'eau qui s'évapore des toitures retombe dessus en une petite rosée qui emprisonne alors ces fameuses poussières. Quant aux poussières les plus denses, elles tombent directement dans le substrat et nourrissent les plantes. Bref, c'est un véritable filtre à air. En ville, nos eaux de pluie sont acheminées directement vers des égouts bien souvent surchargés avant d'être redirigées vers des stations d'épuration. Mais face à une trop forte imperméabilisation des sols et un écoulement massif dans ces réseaux, on connaît le résultat. Des inondations à coup sûr. Ne cherchez plus! Un toit vert est la meilleure éponge qui soit. Des plantes pour boire l'eau et de la terre pour la conserver jusqu'à son évaporation. Quand je dis une éponge, je pourrais même dire un tampon. Car si l'eau n'est ni bue ni évaporée, elle s'écoule seulement au compte-gouttes dans ces fameux réseaux. Une toiture pourrait donc absorber jusqu'à 50% annuellement de l'eau tombée nonchalamment sur elle. Que demander de plus ? La flore plantée sur une toiture végétalisée peut attirer plein de petites bébêtes qui, à leur tour, ramèneront plein de petites plantes, bien souvent disparues de nos milieux urbains. Alors, bien réparties dans une ville, ces toitures végétalisées peuvent représenter un vrai couloir écologique pour la circulation aussi bien de cette faune que de cette flore. Et on peut peut-être leur donner un petit coup de pouce en leur mettant quelques ruches. Le miel des toits, c'est bon, non, le miel des toits ? Nous parle tout le temps de réchauffement
réchauffement climatique. En effet, nos glaciers fondent et nos villes cuisent sous le cagnard. Tu m'étonnes. Béton et asphalte stockent la chaleur, réchauffant alors de quelques degrés l'air ambiant. Selon une étude ministérielle canadienne, seulement 6% de toits végétalisés permettraient de faire descendre la température de 1,5 degré et d'économiser par la même occasion 5% des coûts de climatisation des immeubles. C'est pourtant si simple. Vous voulez la recette d'un bon toit végétalisé? Alors, il vous faut une structure porteuse surdimensionnée pour porter le poids de l'eau, une couche d'étanchéité contre l'eau mais également contre les racines, une couche drainante faite souvent de petits graviers, un substrat qui va remplacer la terre naturelle bien trop lourde une fois chargée en eau, et ensuite vos petites plantes dans tout ça. Alors ça peut aller de l'herbe aux plantes aromatiques, aux graminées, enfin tout ce que vous voulez. Et puis vous m'arrosez tout ça pendant quelques temps, et voilà! Il existe quand même quelques contraintes à la réalisation d'un toit vert. Même si des produits innovants sont apparus sur le marché, comme des tapis pré-végétalisés ou des caissons emboîtables autodrainants, la pose par un professionnel reste recommandée, aussi bien pour des questions d'étanchéité que de bons choix de plantes par rapport au milieu dans lequel on vit. Ensuite, il est peu adapté au toit en pente, 20 degrés maximum, et demande une structure porteuse conséquente en bois, en acier ou béton, capable de porter tout le complexe, qui peut doubler, voire tripler lorsqu'il est gorgé d'eau. Alors aujourd'hui, ce toit vert reste toujours un tout petit peu plus cher à la pose et demande en période de sécheresse qu'on l'arrose un petit peu. Et surtout, on ne va pas se mentir, des maisons en herbe, c'est quand même vachement plus sympa que certaines de nos tours en béton. Alors quand il est aussi simple de ramener plus de verre pour nos yeux, pour nos poumons et pour la planète dans son ensemble, ce serait bête de se priver. À méditer, non? Enfin, à méditer vite.